Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la suite de notre émission consacrée à l'octuple noble sentier, ce chemin au cœur de l'enseignement du Bouddha qui peut nous permettre d'atteindre l'éveil. Nous avons vu la semaine dernière les deux premiers aspects de cette voie, la compréhension et la pensée juste. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur les 6 autres étapes, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et enfin la concentration juste. Que représentent ces différentes pratiques? Comment les mettre en œuvre? Face à quels obstacles peut-on se retrouver en voulant les appliquer? Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne, une structure à mi-chemin entre l'université proprement dite et les centres de pratique, où tous les enseignements sont dispensés par des représentants des différentes écoles. Vous pratiquez vous-même le bouddhisme depuis 30 ans dans la tradition des moines de la forêt. Alors, Dominique Trottignon, est-ce que vous pouvez nous rappeler les deux premiers aspects de cet octuple noble sentier qu'on a évoqué la semaine dernière? Alors la compréhension juste et la pensée juste, d'une certaine manière, c'est abandonner son point de vue ordinaire, son point de vue égoïste ou égotique, pour adopter le point de vue du Bouddha. C'est-à-dire essayer de voir les choses telles qu'elles sont, selon l'enseignement du Bouddha, comme étant impermanentes, insatisfaisantes et conditionnées, sans existence propre. Et de cette façon-là, on va pouvoir s'engager réellement dans la pratique qui est proposée dans les 6 autres aspects du chemin que nous évoquions rapidement la dernière fois. Alors, il s'agissait de la première catégorie de cet octuple noble sentier. On arrive à la deuxième, la discipline. Alors, il ne faut pas trop dissocier les deux ensembles qui suivent, puisque l'un et l'autre, d'une certaine manière, représentent une forme de discipline. Ce que l'on appelle généralement la discipline ou l'éthique, on pourrait l'appeler la discipline extérieure, parce qu'elle nous met en cause dans notre relation à autrui. C'est la place que nous allons occuper au milieu des autres dans la société. Alors que la dernière partie est aussi une discipline, mais une discipline intérieure. C'est la culture mentale que l'on fera dans son intériorité et donc qui nous concernera par rapport à nous-mêmes. Ce sera la méditation, entre autres. Ça sera ce qu'on appelle la méditation, effectivement, oui, généralement. Alors commençons par la parole juste. C'est quand même quelque chose de très difficile à faire. Ça demande une attention de tous les instants. Tout à fait. Il y a un enseignement qui est très intéressant d'ailleurs à ce sujet-là où le Bouddha parle à son fils, Rahula, qui est un jeune enfant qui a 7 ou 8 ans, et il lui enseigne la difficulté qu'il y a à respecter ce précepte de la parole juste, en lui disant il faut être attentif à tout ce que tu vas dire avant de parler, pendant que tu parles et après que tu as parlé, en imaginant toutes les conséquences de ce que ta parole pourra avoir pour toi et pour autrui. Et le moindre petit mensonge est dangereux. Donc c'est vraiment une attention de tous les instants, à chaque moment où l'on parle. Traditionnellement, on envisage 4 types de paroles dont il faut se méfier. C'est les paroles mensongères, les paroles blessantes, les paroles inutiles et les paroles frivoles. Ce qui fait qu'en clair, nous autres Européens, nous ne parlons plus beaucoup. Et dans ce cas-là, effectivement, on garde ce qu'on appelle le noble silence. Alors, ça ne veut pas dire se taire, mais ça veut dire, de façon positive, toujours dire la vérité, ce qui est utile pour le cheminement d'autrui vers l'éveil, ce qui peut apporter l'harmonie autour de nous, par opposition à la parole blessante. La parole inutile, ça sera donc celle qui va servir à engager les gens, à s'engager dans le chemin bouddhique. Et puis la frivolité, on évite de façon à garder le silence. Si on n'a rien de particulier à dire, dans ce cas-là, le silence vaut mieux. Alors on arrive ensuite à l'action juste. De quoi s'agit-il, Dominique Trottignon? Alors l'action juste, le terme qui est employé, c'est le mot de karma, que tout le monde connaît. Vous pouvez nous le définir quand même, nous le rappeler? Le karma, c'est toutes les actions que nous faisons en vue de nous perpétuer nous-mêmes, en vue de nous satisfaire nous-mêmes. Toutes les actions qui peuvent être d'avidité ou d'aversion, c'est toutes les réactions en fait que nous avons par rapport au sentiment de nous-mêmes. Et cette action juste, dans le cadre de l'octuple noble sentier, c'est celle qui doit prendre en compte la souffrance qu'elle peut provoquer pour soi ou pour autrui. Nous devons être à même, comme pour la parole, d'éviter tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut exercer de la violence, tout ce qui peut
montrer que nous cherchons à nous imposer à autrui et que nous oublions les relations permanentes que nous entretenons avec tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui nous entourent. Donc finalement, on ne peut pas parler d'action juste sans éthique. C'est ce qu'on appelle généralement effectivement l'éthique. Le terme qui est employé ici là est intéressant parce que à l'origine ça veut dire le bon caractère. C'est-à-dire on pourrait dire que c'est le caractère naturel humain de celui qui vit en accord avec les choses et qui est déformé par notre ego. Donc il s'agit de revenir à une attitude qui devrait être notre attitude normale en fait, qu'on appelle dans les traditions ultérieures notre nature de Bouddha. Alors on arrive aux moyens d'existence justes. Bon. Alors là, comment les évaluer? C'est compliqué quand même. Alors il y a deux façons de voir les choses aussi selon qu'on est un moine ou qu'on est un laïc. Donc on parlera du moine peut-être une autre fois. Voyons pour le laïc. Là encore une fois, je pense qu'il y a deux points à avoir. La première chose, c'est envisager un moyen de subsistance, un moyen d'existence, donc un métier qui n'implique pas la souffrance d'autrui. Et le bouddhisme a toujours été clair à ce niveau-là. On évite tous les métiers qui peuvent entraîner la mort. Le métier de la chasse, le métier de la pêche, bien sûr le métier des armes. Il est préconisé de toute façon pour les pratiquants bouddhistes de ne pas fréquenter l'armée, de ne pas être trop proche des gens de pouvoir, etc. Il y a un certain recul par rapport à toutes ces activités qui sont dangereuses, entre guillemets, pour autrui. L'autre aspect important, c'est de trouver un métier qui ne risque pas de nous empêcher de pratiquer les préceptes bouddhiques, et qui ne risque pas de nous entraîner dans une voie qui nous éloignerait, donc qui flatte l'égoïsme, qui flatte le plaisir, la recherche du plaisir, etc. Donc généralement un métier qui aussi pourrait instaurer l'harmonie dans l'humanité, favoriser les conditions pour tous de s'engager dans la voie bouddhique par compassion pour l'humanité. Alors, arrivé à ce stade donc de l'octuple noble sentier, le Bouddha a expliqué comment diriger nos efforts. C'est ce qu'on appelle l'effort juste. Oui. Comment est-ce qu'il a expliqué tout ça ? Alors, l'effort juste est difficilement dissociable en fait des deux autres éléments, de l'attention et de la concentration, dans l'ensemble qu'on appelle la culture mentale. Il s'agit de façon générale en fait d'observer son esprit, de façon à apprendre à reconnaître les mauvaises tendances, celles qui nous entraînent dans la souffrance, reconnaître les bonnes qui nous permettent d'éviter la souffrance et de faire en sorte que les mauvaises soient reconnues suffisamment tôt pour qu'elles ne se perpétuent pas, voire qu'on les reconnaisse avant même qu'elles se manifestent, de façon à empêcher cette manifestation. Et de l'autre côté, lorsque l'on a reconnu quelles sont les qualités qui nous font progresser, pouvoir y travailler et les développer. Donc en fait, l'effort juste, c'est ce travail de reconnaissance et de façon à arrêter ce qui est négatif et de perpétuer ce qui est positif, et quitte à le faire de façon un petit peu violente, si c'est nécessaire, lorsqu'on se sent entraîné dans des mauvaises habitudes. Alors on arrive à l'avant-dernière marche, l'avant-dernier aspect de cet octuple noble sentier, avec l'attention juste. Alors il existe traditionnellement, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit, 4 bases de l'attention. Quelles sont-elles ? Alors il s'agit d'observer les différents éléments auxquels on s'identifie, ce qui va être à la base de notre croyance à notre existence en tant que moi. C'est-à-dire le corps physique, les sensations, le ressenti, ce qui nous paraît agréable ou désagréable, les émotions, les différents états mentaux comme la jalousie, la haine, la colère, le plaisir, l'amour, etc. Et finalement, toutes les opinions, les phénomènes mentaux eux-mêmes, les pensées que l'on peut avoir au cours de toute notre existence. Donc ce sont ces 4 éléments-là. L'attention, en fait, il s'agit de développer la compréhension que ces phénomènes se produisent, ces phénomènes mentaux ou ces phénomènes physiques se produisent indépendamment de notre volonté. Que ce n'est pas moi qui est au centre de ce corps et de cet esprit, mais que je m'identifie à des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux qui se produisent en fonction des conditions, mais indépendamment de mon désir et de ma volonté. Par exemple, je ne sais pas, la maladie ou... Même plus que ça, simplement, lorsque vous êtes assis en méditation, constatez les pensées qui surgissent, une réaction physique, une sensation par exemple. Tous les méditants savent
que quand on commence à s'asseoir en méditation et qu'on essaye de se concentrer, c'est la dernière marche, la concentration juste, sur la respiration, d'un seul coup on va se mettre à penser à une facture qu'on a oublié de payer, un rendez-vous qu'on a le lendemain, ou le ressentiment qu'on éprouve pour une personne. Et c'est constater que ces pensées-là surgissent totalement indépendamment de notre volonté, et comprendre comment elles apparaissent et comment elles disparaissent, comment elles sont des phénomènes conditionnés. Alors on arrive au dernier aspect de cet octuple le noble sentier, la concentration juste. Donc qui n'est pas possible, encore une fois, sans l'attention juste. Hein. Oui, les deux sont totalement liés, parce que l'attention juste n'est pas possible non plus sans la concentration, et inversement. En fait, je préférerais presque employer le terme de recueillement plutôt que de concentration, dans l'idée de quelque chose qui se concentre naturellement. Il faut essayer que cette concentration ne soit pas trop violente. Il ne s'agit pas de refuser un certain nombre de distractions, il s'agit d'être suffisamment attentif aux choses pour ne plus être distrait par des pensées qui surgiraient comme cela. Et on observe de façon un petit peu, comment dirais-je, de façon pour s'exercer. On se donne une sorte de carotte à l'esprit, comme peut être la respiration, qui peut être un objet sur lequel on va fixer l'esprit. Mais l'idée, c'est de n'être plus distrait par un certain nombre de pensées, de façon à pouvoir observer le plus précisément possible ce qui se produit au moment où il se produit, exactement comme cela se produit, et de ne pas se laisser entraîner par le bavardage mental qui nous occupe généralement toute la journée. Alors ces 8 aspects, on l'a bien vu, s'enrichissent mutuellement, se pratiquent ensemble dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous avez une image à nous donner pour qu'on comprenne bien? Alors le plus simple, c'est de reprendre l'image de la roue qui symbolise l'octuple le noble sentier. Un commentateur dit que les 8 rayons font que cette roue tient. Si on en retire un, la roue est fragilisée. Mais en même temps, il n'y a jamais qu'un seul point du moyeu de la roue, de la circonférence de la roue qui touche le sol. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pratiquer qu'une pratique à la fois, mais que les 8 permettent à cette pratique de toucher le sol et d'être efficace à ce moment-là. Donc l'ensemble est toujours conjoint, mais on mettra l'accent sur celui qui est au sol à ce moment-là, celui qui touche le sol à ce moment-là. Oui, c'est comme une spirale en fait. Plus on avance, plus on a une vue complète des choses. La roue tourne en permanence, donc chaque point de la circonférence va toucher le sol, mais l'ensemble des 8 rayons fait que cette roue peut tourner et tient. Dominique Trottignon, en quoi ces enseignements sont si importants dans le bouddhisme? Eh bien, on peut dire que l'octuple noble sentier, c'est le mode de vie que le Bouddha a adopté une fois qu'il a obtenu l'éveil. Donc c'est la manière de vivre en éveil. Et de ce point de vue-là, le bouddhisme propose une méthode qui est une méthode d'apprentissage par le mimétisme. Nous vivons comme le Bouddha, nous vivons en Bouddha. Et c'est cet apprentissage-là qui développe la vision juste des choses et notre dégagement petit à petit de ce monde de souffrance, ce monde égotique qui est un monde illusoire. Merci beaucoup Dominique Trottignon de nous avoir accompagnés durant ces 2 émissions. Je vous en prie. Pour terminer cette émission, justement, voici quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer. Tout d'abord, l'enseignement du Bouddha, d'après les textes les plus anciens de Walpola Raoula, dans la collection Point Sagesse. Un exposé accessible à tous des principes fondamentaux de la doctrine bouddhique, tels qu'on les trouve dans les textes anciens, en sanskrit et en pali. Sur les traces du Bouddha, publié chez Gallimard Jeunesse, un récit de la vie du Bouddha et de son enseignement raconté par Amina Okada et illustré par Bertrand Bataille, une façon intéressante et ludique pour les plus jeunes de découvrir l'Inde et ses croyances au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi les trésors de l'art et de l'architecture bouddhique. Bouddhisme, publié chez Evergreen sous la direction de Kevin Trainor, de nombreuses illustrations en couleur, un glossaire récapitulant les termes essentiels ainsi qu'une bibliographie détaillée font de cet ouvrage complet et clair une excellente introduction au bouddhisme. Les cahiers bouddhiques, publiés par l'Université bouddhique européenne, qui regroupe une sélection d'articles d'universitaires et d'enseignants bouddhistes issus des principales écoles en France et en Europe. Et enfin, je vous rappelle l'ouvrage de Bhante Enepola Gunaratana que nous avons présenté la semaine dernière sur l'octuple noble sentier. Il est préfacé par Arnaud Desjardins et publié par Albin Michel. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain.